Israël a franchi un nouveau seuil. Pour la première fois, son armée de l'air a frappé à l'intérieur du Qatar, ciblant la direction politique du Hamas au cœur de Doha. L'opération, menée conjointement par les forces de défense israéliennes et l'agence de sécurité intérieure Shin Bet, visait les négociateurs de haut rang Khalil al-Hayya et Khaled Machal, qui auraient été en train d'examiner la dernière proposition de cessez-le-feu des États-Unis. Cependant, les deux hommes ont survécu. La frappe a plutôt coûté la vie à au moins 5 responsables intermédiaires du Hamas, et avec eux, peut-être le dernier canal sérieux pour les négociations de cessez-le-feu à Gaza. Pendant des années, le Qatar a été au centre de la médiation. Des accords y ont été conclus, des otages libérés et des plans de cessez-le-feu élaborés. C'est aussi là que les États-Unis maintiennent Al-Udaid, la plus grande base aérienne du Moyen-Orient, qui abrite des milliers de soldats américains. Cet exercice d'équilibre a rendu le Qatar indispensable, mais la situation a changé. L'attaque d'Israël a effectivement mis fin aux négociations de cessez-le-feu à Gaza, vidé de leur valeur les garanties de sécurité américaines, et démontré que les refuges sûrs ne peuvent plus être considérés comme acquis. Pris entre deux feux pour avoir joué sur deux tableaux, l'Émirat est devenu une victime collatérale. Fait intéressant, la réunion avec le Hamas a été initiée par Trump, qui a exhorté le groupe à accepter les conditions pour mettre fin au conflit. Le moment choisi a alimenté les allégations selon lesquelles l'offre n'était jamais destinée à constituer une véritable avancée vers la négociation, mais plutôt à attirer les hauts responsables du Hamas en un seul endroit, pour les éliminer sur le champ. Le Hamas a depuis accusé les États-Unis d'être complices de l'attaque de Doha. Cependant, cet aspect a été peu couvert. Sur les 97 médias qui en ont parlé, près de la moitié étaient orientés à droite. Un tel déséquilibre est dangereux. Cela peut fausser la perception du public. Le Qatar détient maintenant la distinction inhabituelle d'avoir été bombardé à la fois par l'Iran et par Israël en l'espace de quelques mois seulement. Pour référence, le 23 juin, l'Iran a ciblé la base aérienne d'Al-Udaid en représailles à une frappe américaine contre ses installations nucléaires. Téhéran avait toutefois prévenu l'attaque, permettant au Qatar et aux États-Unis de se préparer et de limiter les pertes ou dégâts. Cette fois, avec la frappe israélienne, les signaux étaient beaucoup moins clairs. Selon la Maison-Blanche, les forces américaines ont observé des avions israéliens se diriger vers le Golfe, et Washington n'a été officiellement informé qu'après le début de l'opération. L'administration Trump affirme avoir ensuite transmis un avertissement à Doha, mais les responsables qataris insistent qu'aucun message de ce type n'a été reçu, ou du moins pas à temps. Ces versions contradictoires suscitent les plus de questions que de réponses. La version officielle n'a pas beaucoup de sens. Pour atteindre Doha, les F-35 israéliens auraient dû traverser l'espace aérien jordanien, puis l'espace aérien saoudien, avant de finalement lancer des missiles longues portés hors de leur champ de vision, à partir d'une distance sûre d'environ 1700 km à l'aller, soit 3400 km pour l'aller-retour complet. Même avec des missiles longue portée, la distance aurait été trop grande pour que les avions puissent la parcourir seuls. De plus, comme il s'agissait d'une mission furtive, les F-35 n'auraient pas utilisé de réservoir de carburant externe, ce qui aurait limité leur rayon d'action à environ 2100 km. Cette estimation exclut le carburant supplémentaire utilisé lors des manœuvres aériennes ou pour la charge utile transportée par l'appareil. Cela implique qu'à un moment du vol retour, les avions israéliens ont probablement été ravitaillés en vol par des appareils du commandement central des États-Unis. Coïncidence ou non, au moment de la frappe israélienne, un ravitailleur britannique Voyager a décollé du Qatar, a tourné plusieurs heures dans le ciel, puis est rentré à sa base. Cela a suscité des spéculations sur un possible ravitaillement britannique des avions israéliens. Le problème est technique. Le ravitailleur Voyager utilise un système de perches et de paniers, dans lequel un cône à l'extrémité d'un tuyau se connecte à l'avion receveur. L'avion israélien F-35A, en revanche, nécessite un système de perches rigide, qui est un bras rigide s'étendant depuis le ravitailleur. Les deux systèmes étant incompatibles, l'implication du ravitailleur britannique est très improbable. Pendant ce temps,
Selon le Wall Street Journal, les avions israéliens ont complètement évité l'espace aérien arabe en survolant la mer Rouge, du côté opposé de la péninsule arabique par rapport au Qatar. De là, ils auraient lancé des missiles balistiques aéroportés, qui sont passés en orbite terrestre basse avant de frapper Doha. Même dans ce contexte, les missiles israéliens auraient été repérés par les capteurs infrarouges spatiaux américains. De plus, la distance aurait été trop grande pour que les avions accomplissent la mission sans soutien. L'opération israélienne, qu'elle ait traversé l'espace aérien saoudien ou la mer Rouge, a sûrement été repérée et approuvée par les États-Unis. Plus étrange encore est le silence des défenses aériennes du Qatar. Doha possède certains des systèmes les plus avancés que l'argent puisse acheter, y compris des batteries Patriot, Terminal High Altitude Area Defense Norwegian Advanced Surface to Air, Missile System et Skynex, ainsi qu'une flotte de F-15E, de Rafale et d'Eurofighter. Ces moyens auraient dû détecter les avions et missiles entrants, bien avant qu'ils n'atteignent la capitale. Pourtant, aucun n'a été activé. L'absence de toute réaction suggère que la direction qatari, tout comme l'administration Trump, était peut-être au courant de l'opération dès le début, et, que ce soit sous la pression ou par les circonstances, n'avait guère d'autre choix que de la laisser se dérouler. Cependant, il n'existe aucun moyen de vérifier tout cela. Nous ne pouvons que spéculer à partir des informations actuellement disponibles. Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a publiquement condamné la frappe israélienne comme une violation de sa souveraineté, une position partagée par plusieurs États arabes du Golfe. Même si la frappe a manqué ses cibles prévues, elle a envoyé un message clair. Lorsqu'Israël perçoit une menace pour sa sécurité, il accorde peu d'importance aux lignes rouges ou aux conséquences diplomatiques, et les lieux autrefois considérés comme des refuges sûrs ne peuvent plus être pris pour acquis. L'ambassadeur israélien aux États-Unis l'a souligné sans détour. Si nous ne les avons pas eus cette fois, nous les aurons la prochaine fois. Cela suggère qu'Israël pourrait être prêt à mener des assassinats dans d'autres pays de la région, malgré le risque de représailles diplomatiques qui pourraient l'isoler davantage sur la scène internationale. À la demande des États-Unis et implicitement d'Israël, le Qatar a commencé à accueillir le Hamas en 2010. L'idée était de créer un lieu sûr où des responsables israéliens et du Hamas pourraient tenir des discussions en période de conflit. Doha a continué de jouer ce rôle pendant la guerre de Gaza, avec des dirigeants comme Khalid Mashal et Khalil al-Hayya, souvent basés dans la ville. Cependant, ces dernières années, la médiation du Qatar a eu des résultats de plus en plus limités. Les États-Unis et Israël sont devenus de plus en plus frustrés par les négociations et, par conséquent, plus critiques à l'égard du rôle du Qatar et de ses liens avec le Hamas. Dès octobre 2023, les diplomates qataris étaient déjà en discussion avec leurs homologues américains pour savoir s'il fallait réduire leurs liens avec le Hamas après les négociations sur les otages. La discussion montrait que Doha ressentait la pression et commençait à considérer sa relation avec le Hamas autant comme un handicap que comme un atout. Doha a tout de même obtenu certains succès diplomatiques, notamment en novembre 2023, lorsqu'un cessez-le-feu temporaire a permis la libération de plus de 100 otages israéliens. Une nouvelle trêve en janvier 2025 a échoué après 2 mois. Depuis lors, les négociations se sont complètement arrêtées. Les dirigeants israéliens, y compris Netanyahou, sont devenus de plus en plus virulents, accusant Doha de ne pas exercer suffisamment de pression sur le Hamas pour libérer les otages restants. En novembre 2024, le rôle de médiateur du Qatar avait atteint un point de rupture. Doha a suspendu ses efforts, estimant que ni le Hamas ni Israël ne négocièrent sincèrement. Cependant, sous la pression de la nouvelle administration Trump, le Qatar a repris son rôle le mois suivant, une situation où l'on est perdant quoi qu'on fasse. Maintenant, l'attaque israélienne a rendu les chances d'un cessez-le-feu encore plus minces. Il est probable que le Hamas durcisse sa position, tandis que Doha fait face à une pression croissante pour expulser la direction du groupe afin de limiter les critiques américaines et d'éviter de nouvelles frappes israéliennes. Avec des négociations au point mort,
Le Hamas n'a guère de raison d'accepter les conditions d'Israël, et la médiation devrait passer à l'Égypte et aux États-Unis, qui manquent d'influence pour pousser le Hamas à un accord. Pendant ce temps, pour le Qatar, les risques augmentent. Accueillir le bureau politique du Hamas sans servir de médiateur rend le pays une cible plus vulnérable, même si les frappes israéliennes restent limitées par rapport à ses campagnes au Liban et en Syrie. Tout cela rend de plus en plus probable que Doha expulse la direction du Hamas, ce qui signifie que le conflit à Gaza se poursuivra dans un avenir prévisible, alors qu'Israël étend ses opérations militaires dans la bande. Quant aux États-Unis, leur vaste présence militaire au Qatar ne s'est pas traduite par une protection fiable. Les garanties de sécurité américaines sont ainsi devenues vaines. À 2 reprises au cours de l'année écoulée, d'abord lors de la frappe de missiles de l'Iran, puis lors de la frappe aérienne d'Israël, Washington a été soit incapable, soit peu disposé à défendre l'espace aérien du Qatar. Ainsi, alors que Doha se retire de son rôle de médiateur, elle pourrait envisager de se tourner vers de nouveaux partenaires de sécurité comme la Turquie, tout en cherchant à se rapprocher de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. En 2017, lors du blocus de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis contre le Qatar, Doha a préféré les troupes turques aux américaines pour prévenir une possible invasion de ses voisins. La Turquie compte plusieurs centaines de soldats au Qatar et pourrait bientôt jouer un rôle accru dans la défense aérienne du pays. Doha a peu de poids politique à faire valoir. En diplomatie, elle est si pauvre que seul l'argent lui reste. J'étais votre hôte Shirvan de Caspian Report. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à cliquer sur j'aime et peut-être à partager la vidéo. Dans tous les cas, merci pour votre temps.